Bonjour et bienvenue dans Sakankan, une émission qui vous parvient de Libreville sur toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la fin de la première journée de cette compétition avec une victoire pour le Ghana et un match nul pour le Mali. Deux équipes ouest-africaines qui entrent bien dans la compétition malgré le match nul du Mali. Avec nous pour analyser cette première phase de cette compétition, Mohamed Lamine Ba de 6 Médias. Mohamed Lamine, bonjour. Oui, bonjour Sega. Ça va? Oui, ça va, très bien. Une compétition qui a démarré le 14 janvier, on vous le rappelle, par un match de Djortus de Guinée-Bissau. Avant de revenir sur l'analyse de l'ensemble de cette première journée, nous allons partir avec le résumé de la rencontre qui a vu le Ghana s'imposer face aux Crans de l'Ouganda, une équipe des Crans qui a joué sans complexe. André Ayou, chercher à jouer en une touche André Ayou, et là-dessous ce sera trop long pour Harrison Afful, remise en jeu. Récupéré par l'Ouganda. Et on revoit encore une fois ce superbe ballon en retrait de Jordan Ayou. Ouais, c'est très bien joué. Après, l'idée, elle est bonne, mais on voit qu'il retient un petit peu. Oh là là. Penalty. Et penalty. Le point de penalty désigné par Monsieur Bondo. Et le carton jaune de sortie dans la foulée à l'encontre d'Issindé. Oh, quel coup dur pour l'Ouganda qui tenait pour l'instant, même s'il souffrait énormément les joueurs de Milutin Zredojevic. Et on revoit ce contrôle manqué derrière l'intervention d'Asamoah Gyan qui était là pour venir presser. Il est accroché. Ouais, la grosse erreur technique de la part d'Isaac Issindé qui est à la totalité et l'entière responsabilité de ce penalty que va s'apprêter à tirer André Ayou. Il a voulu malheureusement pour lui contrôler le ballon d'une manière un petit peu trop en dilettante, comme on dit lorsqu'on est entraîneur, et derrière il a commis l'irréparable. Faut pas oublier que de temps en temps un geste simple, même s'il n'est pas bon, ça peut servir. En tout cas celui-là risque de coûter cher à son équipe. Et il est en train de faire le vide, André Ayou, face à Denis Onyango. On a mis aussi son compteur personnel dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le pied gauche d'André Ayou. Et c'est frappé Pelax. Les Black Stars qui ouvrent le score 1-0 pour le Ghana grâce à son guide André Ayou qui inscrit sa 13e réalisation en sélection. Après cette victoire, réaction de Gyan Asamoah, le capitaine de cette formation ghanéenne, au micro de Seloutata Diallo. Ouais, c'est un match difficile pour le groupe. On a attendu ce match parce que Ouganda, cette fois, il fait bien. Il fait bien dans la colocation du Coupe du Monde. On savait que c'est le match difficile pour nous. Alors, on a préparé bien. Et avant le match, on a dit que cette tournée, c'est l'expérience qui compte plus. Et alors, tout le monde, ils sont vus. Ils sont bien joués, mais on a qualité et plus expérience qu'eux. On a les qualités, on a les joueurs. Maintenant, il faut faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Cette équipe, la plupart des joueurs en 4, 5, Cannes, 6. Alors, il faut utiliser cette expérience-là et surtout beaucoup travailler. Mais c'est vrai que ça fait 35 ans que cette coupe n'est pas rentrée au pays. On verra ce que ça va donner. C'est une CAN très difficile. Il ne faut pas s'enflammer. On va prendre match par match.
Une victoire difficile pour les Ghanéens, mais une victoire tout de même, parce que pour ce premier tour de cette compétition, les matchs sont assez tendus. Assez tendus, vous l'avez dit, et surtout que les favoris ont beaucoup de difficultés. On l'a vu depuis le début de cette compétition. Peut-être qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais pour rester sur cette rencontre, il faut dire que les deux équipes se connaissent, Sega Diallo, Ghanéens et Ougandais. Vous vous souvenez, lors des éliminatoires de la CAN 2015, nous étions dans le même groupe, je crois. Voilà. Donc les deux équipes s'étaient déjà affrontées. Et puis pour ces éliminatoires, les deux équipes se sont également affrontées, c'est dire donc que ces deux équipes qui se connaissent très bien, cette équipe ougandaise, elle est vraiment en train d'évoluer depuis quelques années maintenant, donc cela n'augurait pas de match facile pour le Ghana et ça n'a pas du tout été facile. Donc, mais le plus important chez les Ghanéens, comme d'habitude, c'est le résultat. C'est une équipe qui est assez réaliste. Ces joueurs-là sont ensemble depuis quelques temps. L'équipe bouge très peu. Avram Grant commence à prendre racine au Ghana. C'est dire donc qu'il y a vraiment une certaine continuité dans les résultats obtenus par le Ghana. Donc le plus important, notamment que les Crans s'étaient imposés, même à Accra, sur les dernières éliminatoires, ce qui fut la sensation de cette journée d'éliminatoire. Et effectivement, parce qu'il y avait eu match nul et victoire des Crans lors des deux rencontres entre ces deux équipes, c'est dire donc que ce n'était pas du tout aisé et ça n'a pas du tout aisé. Il n'aura fallu qu'un petit penalty obtenu donc par Guyana Samoa qui désormais ne les tire plus. L'expérience a joué en tout cas sur cette action-là. Il met la pression sur le défenseur central et obtient un penalty qui permet à sa formation de prendre l'avantage, même si les Crans auraient pu saisir leur chance puisqu'ils ont eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Beaucoup d'occasions et notamment beaucoup de tirs en dehors de la surface de réparation. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est une équipe qui se bat, qui ne lâche absolument rien. C'est le fighting spirit à l'anglaise. Et je pense que cette équipe d'Ouganda, peut-être sur cette compétition, a mal démarré, mais peut-être qu'elle est capable de se rattraper. Et dans les années futures, il va falloir vraiment compter avec cette équipe. Compter avec cette formation d'Ouganda qui a mal démarré ce soir, mais est-ce que face au Mali ou à l'Égypte, deux formations qui se sont affrontées sur le même stade avec une pelouse qui laisse à désirer, avant ce match entre les Aigles du Mali et les Pharaons d'Égypte, la compo des équipes a été donnée avec l'aide des supporters maliens. Suivez, c'est sublime. Mali-Égypte, résumé de cette rencontre pour vous dans sa CAN. الطقس والاجواء في ملعب اللقاء والرطوبه العاليه يعني اللي متعود عليها اكثر جمهور من مالي اتى الى الجابون للمشاركه والمتابعه. ان شاء الله النسخه القادمه هتكون في الكاميرون 2019، كوت ديفوار 2021، غينيا 2023. وادي انطلاقه من عبد الله، لازم في قدمه يا عبد الله في الرجل. لاعب ماناثانيكوس، لكن معمول فيها كوره، فيها فكر، فيها يعني ادي اتزحلقت من سليف كوليبالي على رأس عثماني كوليبالي، ولكن مرت بسلام، مرت بأمان، مرت بسلام، وبرافو يا تريزيجيه. أدوار الدفاعية مهمة، الراجل ده لو لوحده كان هتبقى في الشباك. Un match nul fermé pour ces deux formations. L'Égypte amenée par le phénoménal Mohamed Salah. Le joueur roumain n'a pas pu trouver la faille dans cette défense malienne, alors que les Maliens peuvent avoir des regrets. Ils ont eu beaucoup d'opportunités, notamment en deuxième période, où ils ont poussé, mais sans arriver à marquer.
Mohamed Lamine, c'est compliqué pour cette formation des Aigles du Mali qui va devoir encore sortir le grand jeu puisque parmi ses adversaires, ils ont le Ghana qui est une formation rodée dans cette compétition. Oui, c'était pas un match facile face à une équipe des Pharaons qui revient après 3 absences d'affilée à la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe composée uniquement, en tout cas dans le 11 de départ, en grande partie de joueurs évoluant au national et aux Zamalek, effectivement. C'est une exception sur le continent puisque l'essentiel des joueurs qui évoluent dans cette compétition viennent de championnats étrangers. Effectivement, il n'y avait que 3 étrangers dans ce 11 de départ. Mohamed Salah, vous l'avez dit, le jeune Trezeguet qui évolue à Moucron et El Neni, le joueur d'Arsenal, alors que du côté malien, il y avait 2 absences de taille quand même. À noter, c'est Soumaïla Diakité qui s'est blessé, le gardien de but, et Adama Traoré, le jeune monégasque qui est le dépositeur du jeu de cette équipe du Mali. On s'attendait à une belle affiche. Malheureusement, on a été déçus par la faute de cette mauvaise pelouse du côté de Port-Gentil. Une équipe athlétique assez costaud du côté du Mali, avec quelques garçons quand même qui apportent une touche technique au jeu des Aigles du Mali, face à une équipe, on le sait, très solide défensivement côté égyptien et collectivement bien en place. Ça promettait une belle rencontre. Malheureusement, le jeu a été assez haché et ce match nul est tout à fait logique. Nos analystes, on vous le rappelle, prédisaient des difficultés à cette formation égyptienne, surtout sur cette pelouse de Port-Gentil dont on avait entendu parler, même par les officiels de la CAF, qui trouvaient que le standard était encore un peu loin de ceux attendus pour une telle compétition. Et ce soir, ça ne s'est pas démenti. Les Égyptiens n'ont pas su poser le ballon et faire déjouer cette formation marocaine. C'est quand même dommage, puisque nous sommes quand même en Coupe d'Afrique. C'est la compétition reine au niveau des équipes nationales sur le continent africain. On attendait mieux de la part du Gabon. On est vraiment dessus pour le spectacle, parce qu'il y a énormément de spectateurs de par le monde qui suivent la Coupe d'Afrique des Nations, pour les chaînes de télévision qui déboursent énormément d'argent pour acheter ces droits et pour les spectateurs qui viennent au stade. Donc tout le monde est dessus et c'est vraiment dommage. J'espère que les Gabonais vont revoir cette situation avant la fin de la compétition, en tout cas pour nous permettre d'avoir un spectacle digne de ce nom. Les couacs s'enchaînent en tout cas pour le moment dans cette compétition, après cette pelouse et après d'autres problèmes liés notamment à l'organisation ou à la logistique sur les vols qui relient les différents sites. On note beaucoup de difficultés pour les journalistes, notamment des problèmes qui ne sont pas de nature à permettre de travailler dans la sérénité. Nous allons y revenir au cours de cette émission. Après cette première journée qui s'est achevée par cette victoire ghanéenne et ce match nul des Aigles du Mali, nous allons analyser l'ensemble des poules. De retour sur ce plateau pour revenir sur cette première journée qui s'est achevée et les projections sur les rencontres à venir dans les différentes poules. On vous rappelle que la Guinée-Bissau avait tenu le pays organisateur, le Gabon, en échec, 1 but partout, et que le Cameroun et le Burkina ont fait un partage aussi également, 1 but partout ici à Libreville. Et demain, ça va repartir dans cette poule et pour le Gabon, pas le choix, il faudra gagner face à cette formation des étalons du Burkina. Oui, je crains que le Gabon ait hypothéqué ses chances en concédant un match nul contre la Guinée-Bissau, qui est censé être l'adversaire le plus faible dans ce groupe, d'autant plus que, vous l'avez dit, lors de la prochaine rencontre, le Gabon aura le Burkina en face. On sait que sur le papier quand même, le Burkina est favori, à mon avis, même si le Gabon est le pays organisateur, à condition bien évidemment que Duarte ne répète pas les mêmes erreurs que contre le Cameroun, parce que aligner un 4-2-4 en Coupe d'Afrique des Nations, il y a des équipes, le niveau est très élevé, il y a des techniciens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, ça ne passe pas du tout, et ça n'est pas passé contre le Cameroun, parce que la doublette Charles Kabouré, Abdou Traoré, seul au milieu de terrain, ça ne peut pas marcher, on se fait toujours bouffer. Donc si Duarte revoit son schéma tactique, je pense que le Gabon a beaucoup à craindre au vu quand même du manque de rythme qu'il y a eu dans le jeu. C'est un peu inquiétant. Effectivement. On a effectivement posé la question à Mario Lemina sur... très décevant. Très décevant, le Turinois. Manque de jus et d'envie qui
a caractérisé le jeu gabonais. Très décevant le Turinois, on sait qu'il ne joue pas beaucoup ces derniers temps avec la Juventus de Turin, mais plus inquiétant encore, c'est la fébrilité de Bruno Ekoulé Manga, qui est quand même le patron de cette défense, qu'on a vu assez fébrile, tout à fait assez fébrile sur plusieurs actions. Je ne le sentais pas du tout, je ne l'ai pas senti tout au long de la rencontre, donc il va falloir vraiment corriger tout cela. Peut-être que si on parvient à le faire côté gabonais, on peut espérer avoir un bon résultat contre le Burkina Faso, mais j'en doute fort. Alors que nos compatriotes des Djortos, les Bissau-Guinéens, puisque nous sommes tous Guinéens, vont devoir cravacher dur face aux Lions indomptables du Cameroun, une équipe des Djortos qui n'a rien à perdre dans cette compétition, déjà avec un point, pas mal. Pas mal, absolument. C'est une équipe qui va évoluer décomplexée quand même. C'est sa première participation. Ils sont là pour apprendre et je pense que c'était un atout. Cette équipe camerounaise doit beaucoup se méfier de ces Bissau-Guinéens qui ont beaucoup surpris dans ces éliminatoires parce qu'ils se sont qualifiés quand même dans une poule où c'était pas évident pour eux et ils démarrent très bien cette compétition. Donc, au niveau du capital confiance, je pense que c'est extrêmement important pour ces Bissau-Guinéens. Ils vont arriver décomplexés et ça peut être un piège pour cette équipe camerounaise, même si j'ai beaucoup aimé malgré le match nul concédé, moi j'ai beaucoup aimé cette équipe camerounaise. Je me réjouis même que ces grandes stars ne soient pas venues parce que quand on a vu le début du match du Cameroun et surtout le jeu produit par cette jeune équipe camerounaise, il y a de l'envie, il y a de la qualité technique et ça c'est... Notamment les jeunes Bazogog, Ndji et... qui en a fait voir de toutes les couleurs à Koulibaly dans ce match contre le Burkina Faso, effectivement. Il y a énormément de qualité, on peut compter sur le réalisme de Mukanjo devant, qui est un buteur providentiel, que ce soit avec les Merlus ou les Lions indomptables. Sur ce coup de pied arrêté, magnifique. Magnifique, qui a permis à sa formation d'ouvrir le score. Nous allons suivre ces deux rencontres avec beaucoup d'intérêt et aussi d'autres rencontres à venir, notamment dans la poule B, où Algériens, Sénégalais et Zimbabwéens vont devoir encore cravacher, puisque la Tunisie est dévancée, malgré qu'elle n'est pas encore éliminée après sa défaite 2-0 face aux Lions indomptables. Ah oui, face aux Lions du Sénégal. Du Sénégal, il va falloir suivre avec beaucoup d'intérêt ce match entre la Tunisie et l'Algérie, parce que je pense que une équipe va passer à la trappe lors de cette rencontre, et peut-être que c'est la Tunisie qui a 0 point. Peut-être que c'est l'Algérie qui a certes une attaque de feu, mais une défense quand même assez fébrile, ça on le savait. Ils ne parviennent pas à créer cet équilibre entre toutes ces qualités offensives qu'il y a aussi au milieu de terrain, ne l'oublions pas, et cette défense quand même qui est assez perméable malgré la présence de Fawzi Goulam. Maintenant, côté tunisien, c'est un peu pareil parce que Abdenour n'a pas du tout rassuré lors de la première rencontre de cette équipe tunisienne, lui qui est pourtant censé être le patron de cette défense, est apparu un peu emprunté et Msakni et les autres doivent faire la différence devant. Pour l'instant, ils ne parviennent pas à le faire, donc je crains fort pour cette équipe tunisienne. Le Sénégal a gagné, mais le Sénégal n'a pas rassuré dans la production et dans le contenu du jeu. Est-ce que face au Zimbabwe, ça peut être problématique? Ça peut être problématique parce que le Zimbabwe, nous le savons, produit un jeu assez intéressant quand même, assez rapide, fait de technicité. Maintenant, on sait que le Sénégal est une équipe assez athlétique. Là également, il y a toujours beaucoup d'atouts au niveau offensif, au niveau des milieux offensifs, au niveau des attaquants côté sénégalais, mais il manquait ce milieu récupérateur. Il n'y a que des milieux box-to-box dans cette équipe et parfois la défense là également parfois ne tient pas, mais je pense qu'avec la présence de Kalidou Koulibaly dans cette charnière centrale, on peut espérer que le Sénégal assure sa qualification dès cette deuxième rencontre contre le Zimbabwe. Dans la poule C, la Côte d'Ivoire a des regrets et peut en avoir. Face au Togo, ils n'ont pas pu s'imposer. 0 but partout entre les deux formations. Michel Dussuyer, que nous avons rencontré au lendemain de cette rencontre, était un peu déçu et un peu inquiet, mais il espère que sa formation aura une réaction lors du prochain match. C'est face à cette formation du Maroc. Oui, ça risque d'être assez compliqué pour nos amis ivoiriens. Le champion d'Afrique en titre qui s'est fait accrocher lors de sa première sortie, parce que le Maroc va jouer crânement
sa chance. Le Maroc n'a plus le choix après sa contre-performance lors de sa première sortie. Et puis, ce 3-4-3 marocain marche très bien, en tout cas dans le jeu, même si dans le résultat, ils n'ont pas été heureux. Ça manque de réalisme, comme le notait Hervé Renard, et ça date depuis quelque temps. Et ça peut revenir, il suffit d'un grand match, et puis les deux équipes se connaissent. Elles se sont affrontées à un match amical, je crois, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, un match amical, en tout cas récemment, les deux équipes se sont... oui, un éliminatoire de Coupe du Monde. De Coupe du Monde, effectivement, du côté zéro but partout, donc c'est dire donc que ces deux équipes se connaissent très bien. Hervé Renard connaît très bien la maison ivoirienne. Ça nous promet, à mon avis, un match assez équilibré et assez indécis. Alors que nous... pour la RD Congo, ils ont pris un pas, malgré le match très moyen face à cette formation marocaine. Les hommes de Florent Ibenge n'ont besoin que de 3 points pour s'assurer d'une qualification au second tour. Mais c'est justement sur cette équipe congolaise que personnellement je mettrai une pièce. Tant pis pour le jeu insipide produit par le Congo, parfois même le manque de jeu. Ils le refusent complètement, ils s'arc-boutent derrière, ils défendent. Parfois ils dégagent des ballons, ils ne prennent pas de risques. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, il y a des attaquants devant qui sont capables de faire la différence. Et aujourd'hui, quand on voit un peu tous les résultats obtenus par le Congo ces dernières années, eh bien, il y a une suite logique dans tout cela. Donc, je pense que le Congo a les moyens de se qualifier. Encore une fois, malgré tout ce qu'on peut dire sur le jeu de cette équipe congolaise, je pense qu'elle va assurer la qualification dès cette deuxième sortie. J'ai beaucoup confiance en Florent Ibenge et en cette équipe congolaise. Ça veut dire que le Togo va devoir rentrer à la maison après... Le Togo, à mon avis, sur une ou deux rencontres, est capable de sortir de bonnes performances, mais sur la durée, et notamment quand elle rencontre des équipes aussi coriaces que la RDC, elle s'y casse les dents, elle va s'y casser les dents, à mon avis, parce que la présence seule d'Emmanuel Adebayor, qui a un manque de compétition malgré son bon match lors de la première sortie, ne suffit pas, à mon avis, pour espérer déstabiliser cette équipe congolaise. Belle analyse de notre consultant Mohamed Lamine Ba de 6 médias. Avec lui, nous sommes revenus sur l'ensemble des poules de cette compétition avec une analyse assez pointue. Il va continuer à vous donner ses analyses dans ses émissions Sakankan. Nous allons poursuivre cette émission avec la rubrique très attendue de Ibrahim Khalil Sidibé, ça buzz, et ça buzz sur le net. Et pour finir cette émission, la rubrique ça buzz et ça buzzé entre Togolais et Ivoiriens, n'est-ce pas Ibrahim Khalil Sidibé? Bonsoir. Bonsoir Sega. Entre Togolais et Ivoiriens, il y a eu des choses qui se sont passées et Emmanuel Adebayor a parlé. Oui, c'était en réaction aux diverses interprétations qu'a suscité son geste. C'est l'altercation qui a eu lieu entre lui et Seredje à la rentrée de la seconde période. Et c'est par rapport à tout cela qu'il a fait une vidéo pour tirer les choses au clair. On va voir cette vidéo où Adebayor s'exprime. Hey, bonjour la famille. C'est pour éclaircir ce qui s'est passé hier entre Seredje et moi. Écoutez-moi bien, on rigolait, hein. Ne prenez pas ça au sérieux. Hein. Juste pour mettre un peu de piment à la chose, c'était juste pour se motiver entre nous deux. Et puis voilà, ça s'est très bien passé, mais il n'y a pas eu de problème entre lui et moi. Tant plus que les Ivoiriens, vous le savez que je suis le plus Ivoirien parmi les Togolais. Donc avec Seredje, c'est un frère, c'est la famille. Écoutez-moi bien, peace and love. Alors, la vidéo en question, c'est celle-ci où il s'invective avec Seredje. On n'entend pas ce qu'il dit, lui, on voit qu'il y a des mots. Après, à la dernière minute, on a entendu Seredje dire « va là-bas ». Mais après, les précisions d'Adebayor ont prouvé que c'était une façon de se donner de la force entre eux, quoi. Mais les Ivoiriens sont un peu frustrés et ils l'expriment assez vivement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est toujours comme ça. Les Ivoiriens, après chaque match des éléphants, ils réagissent à travers les différentes pages. Et cette fois-ci, c'est le comédien Sako et Sagalov qui ont réagi à travers des vidéos. Sagalov, pour démarrer. Il y a quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous allez nous dire, vous allez manger à Tchèque avant de jouer match là. Vous avez mangé foutu, il n'y a pas foutu au Gabon, laissez tout ça, il y a quoi? C'est-à-dire, vous voulez nous tuer, vous voulez nous faire saigner le cœur.
étoile là, ça va devenir lune. On va enlever. Arrêtez, jouer ballon. On dirait que vous jouez en ball. Qu'est-ce qui se passe? Je ne nommerai pas de joueur, mais réveillez-vous vite parce que là, ça ne va pas. Il dit, si vous faites, on va vous laisser jouer votre canne. Vous seul, on vous supporte plus. Et maintenant, Sako. Ma mère. C'est fini. Vous avez vu les Ivoiriens, vous m'obligez à faire quoi? Vous avez vu ce que vous m'obligez à faire? Voilà, c'est terminé. À chaque fois qu'on fait 0-0 contre le Togo, on est éliminé du premier tour. Voilà. Je m'excuse même auprès des Algériens et auprès des Tunisiens aussi. Parce que voilà, c'est ma bouche qui m'a tué. Avant, on disait trop parler peut tuer. En 2017, on dit trop parler peut carteron. Donc je m'en vais. Et j'assume tout. Didier Drogba. Comme quoi, quand on ne gagne pas, on suscite beaucoup de polémiques. Ouais, mais après, les Ivoiriens, c'est comme ça. C'est une façon de booster l'équipe, de les titiller. Et de mettre la pression surtout positivement. On espère que les éléphants vont réagir. En tout cas, pour notre ami Michel Dussuyer, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Guinée, il est impératif de gagner le prochain match dans cette compétition. Merci Ibrahim Khalil Sidibé. Merci Sega Diallo. À très bientôt dans cette émission Sakankan qui s'achève sur ces éléments de buzz qui animent et qui font tout le charme de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Merci à nos partenaires Guinée Games et PM Environ. Merci aux couturiers qui nous habillent. Ce soir, c'est Jules Touré du côté d'Abidjan. Guinée,